Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis Sébastien. Bonjour Kevin, bonjour Antoine. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans ce 5e épisode, notre sujet va être un sujet qui parfois est, comme le dit le titre, délaissé et pourtant clé. Le putting, on a la chance d'avoir, parmi nous trois, on a chacun nos compétences, mais Antoine en a beaucoup plus que Kevin et moi. Particulièrement dans le putting. Particulièrement dans le putting. Bon, ouais, un tout petit peu. Non, c'est un escroc. Bah oui, attends, le putting c'est quoi par rapport au grand jeu? C'est 20 cm à droite, 20 cm à gauche. Merci, enfin on le dit. Voilà. Et donc du coup, grâce à Antoine, et puis grâce à nous, nos expériences, Kevin et moi, plutôt mauvaises parfois sur les greens, mais on va essayer quand même de parler des bonnes. On va avoir du coup la chance d'avoir l'avis encore un peu plus d'expert d'Antoine là-dessus, parce que toi, tu peux quand même nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui depuis que tu joues plus. C'est vrai que ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai arrêté de jouer et que je me suis reconverti entièrement dans le putting. Donc j'ai monté mon académie de putting au golf de la Boulie, qui est la Schwartz Putting Academy, il y a un peu plus de 2 ans. Waouh, exactement, ça fait très American, mais tu vois, je massacre des Americans. C'est at la Boulie. Oui, c'est quelqu'un qui a dû faire des études, non, qui t'a trouvé le nom. Voilà, encore des jaloux. Voilà, 2 potes jaloux, ça c'est toujours la base. Et effectivement, voilà, je ne donne que des cours de putting, je me régale dans ça. Et puis, j'aurais pas pu donner des cours de grand jeu parce que je prends pas forcément du plaisir à donner des cours de grand jeu. Et tu comprenais pas grand-chose aussi. Exactement. Et comme au putting, vous l'avez dit au départ, de toute façon, c'est vraiment escroc. Bref, voilà, mes amis m'en foutent plein la gueule, mais en tout cas, je les apprécie quand même. Voilà. Non, mais c'est vrai que le putting, on n'en parle pas assez. Moi, je sais qu'avec mes élèves, c'est pas l'endroit où je vais le plus souvent. J'y vais vraiment quand ils en ont besoin, et quand vraiment ça putte pas bien, je les envoie même à Antoine. Mais c'est l'avantage, c'est qu'il faut quelqu'un qui se dévoue à faire du putting, et Antoine l'a fait pour nous tous, coach de France. Se dévouer, c'est juste mais prendre un plaisir. Il faut de tout pour faire un monde, et justement, vu qu'il faut de tout pour faire un monde, moi j'aimerais en profiter pour remercier nos partenaires habituels chez les Tontons Golfeurs, donc la société Callaway Golf, que j'espère vous connaissez toutes et tous, et le média Golf Planet, donc média en ligne, leader dans son marché. Et c'est Antoine qui va du coup pouvoir aussi nous parler de. Puis on peut dire Odyssey. On peut parler d'Odyssey aussi, vu que. Oui, Callaway, qui est en l'occurrence aujourd'hui, c'est vraiment plutôt la branche Odyssey. Bien joué, Kevin. Vu qu'on en avait parlé avant qu'on appuie sur le bouton d'enregistrement. Je te remercie. Je devais faire semblant que tu avais oublié. Enfin bon, on joue super bien. Tu es une mère pour moi. Et maman, je t'embrasse. Donc du coup, la société Odyssey, qui en l'occurrence pour la petite histoire, a été rachetée à la fin des années 90 par la société Callaway Golf, et Odyssey qui est depuis plus de 20 ans leader du marché des putters sur tous les circuits majeurs, donc depuis plus de 25 ans. Donc merci à Callaway et Odyssey et à Golf Planet. Mais aujourd'hui, on a aussi un partenaire exceptionnel, un partenaire du jour pour cet épisode sur le putting qu'Antoine va pouvoir vous présenter. Ouais, un partenaire qui pour moi est indispensable, surtout au niveau du putting, qui est Wellputt. Wellputt, qui est un des leaders mondiaux sur les outils pédagogiques de putting. On va avoir le temps d'en parler au fur et à mesure de cet épisode, mais c'est vrai que l'ensemble de leurs outils, on les voit de plus en plus, ils sont mondialement connus et ils sont extrêmement efficaces pour la progression au putting. Donc, on est prêt à partir sur l'épisode du coup sur le putting. On va partir dans quel sens, Antoine? Comment on articule cet épisode? Tu vas être un peu le maître d'orchestre, si on peut le dire aujourd'hui. Le chef, je préfère chef. Je trouve que ça a une connotation beaucoup plus, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui te semble aujourd'hui, enfin qu'est-ce qui vous semble, parce qu'on est 3, qu'est-ce qui vous semble important? Qu'est-ce qui est le plus important au putting selon toi? Alors, déjà, je vais parler de ce qu'est un bon putter et un bon putting. Déjà, quelqu'un qui putte bien, c'est quelqu'un qui est capable d'envoyer la balle tout le temps dans la même direction. Ça, de façon que ce soit au grand jeu ou au putting, c'est la même chose. On cherche donc du coup à travailler d'abord sa mécanique. Donc la mécanique qui est d'avoir majoritairement une face de club qui arrive toujours dans la position où l'on souhaite pour pouvoir envoyer une balle dans cette direction-là. Il y a ensuite également le fait d'avoir
un bon contact et d'avoir un chemin de club qui est cohérent. Bien évidemment, on va fait parler des de la choses quand vitesse. Ça en fait des choses, mais au final, si on veut être un bon putter, parce que ce petit trou qui n'est pas extrêmement grand, au final, si on veut rentrer les balles dans les trous, il faut avoir quand même un minimum d'assiduité et un minimum de compétences à ce niveau-là. Donc, clairement, si je parle de ça, voilà, une bonne mécanique, c'est avoir une balle qui part dans la bonne direction, un bon contact, important de bien la contacter, et également un chemin de club qui soit cohérent pour éviter qu'il puisse potentiellement avoir trop d'effets à la balle. Voilà, c'est surtout ça. Ça, c'est une première partie. Donc la mécanique, moi c'est marrant parce que tu vois, j'ai toujours, je pense que je suis plutôt un bon putter et j'ai jamais travaillé le putting de ma vie. Parce que t'as de la chatte, c'est tout. Non, mais c'est vrai, mais du coup, je suis pas très objectif quand je parle du putting parce que c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment un mouvement qui est quand même basique. C'est-à-dire tu montes le putter en ligne, tu le redescends en ligne, elle sort en ligne. Et moi, c'est surtout mental, si tu veux, pour moi, le putting. Moi, c'est vraiment une question d'arriver à faire sortir justement cette balle en ligne, mais sous pression. Et puis surtout arriver à avoir le bon alignement, la bonne lecture, enfin c'est toutes les autres aspects. Oui, mais parce que tu as toujours eu des bonnes bases techniques et tu n'as pas le souvenir de quand tu commençais à putter, c'était ton regard qui te disait que tu puttais pas mal, mais si ça se trouve tu ratais plein de putts. Mais au bout d'un moment, on t'a commencé à acquérir forcément des bases qui t'ont permis déjà d'avoir peut-être justement la mécanique extrêmement simple, mais avec des bases toutes bêtes, de ne pas regarder la balle partir, d'avoir un rythme régulier, d'avoir un balancier assez équilibré ou marqué dans un sens mais très régulier. C'est que tu as eu peut-être la chose la plus importante, c'est de la régularité dans ce que tu faisais. Donc tu as dégagé tes tendances et du coup tu maîtrisais plutôt bien ta phase de club. Je suis allé voir Maître Antoine et il m'a dit tout est parfait, ne change rien. Alors soit vous voulez continuer à me prendre de l'argent sur le parcours, soit c'est vraiment que tout va bien. Non, il m'en avait parlé, c'est que tu es très susceptible et donc du coup il voulait pas te vexer. Non, ça reste entre nous, mais c'était surtout pour continuer à lui prendre de l'argent sur les concours de putting. Mais ça reste entre nous surtout, ok, promis. Moi, je crois qu'on est que nous trois de toute façon ce soir. Non, donc voilà, c'est vrai que du coup, voilà, il y a un rapport avec la mécanique, ça, c'est une certitude. Après, par rapport à ça, moi, je trouve qu'il est également très important de pouvoir s'aligner correctement. Parce que vous avez beau toujours envoyer la balle dans la même direction, si vous n'arrivez pas à vous aligner en relation avec l'axe de visée que vous avez déterminé, encore une fois, ça va être problématique. Donc ça, c'est une deuxième partie qui peut avoir un aspect de la mécanique, mais qui a également son importance dans, j'ai envie de dire, les facteurs de la réussite d'un punt. Déjà, de vous trois, de nous trois, ligne ou pas ligne. Donc quand je dis ligne, c'est mettre une ligne au marqueur sur la balle. Alors maintenant, il y a aussi des balles, par exemple chez Callaway, pour pas les citer, avec le triple track, avec le triple track. Enfin maintenant, il y a des traits qui sont faits déjà de base sur les balles. Moi, je sais que j'utilise énormément la ligne. Je sais que toi, Antoine, j'ai le souvenir de t'avoir vu aussi l'utiliser quasiment tout le temps. Enfin, moi, j'utilise beaucoup sur tout ce qui est petit putt. Plus c'est loin, moins je suis précis sur la ligne. Et puis surtout, quand il y a beaucoup de pentes, je vais plutôt dans le feeling. Toi, Seb, je crois que tu es un peu comme moi aussi là-dessus. Je crois que c'est changeant, toi. Moi, je suis comme toi, mais je suis en mieux. Ouais. Ah non, on avait dit qu'on parlait pas de physique. Non, en fait, moi je suis j'essaie d'être de toute façon le plus possible à m'adapter aussi à merci, mon ressenti. À m'adapter le plus possible sur mon ressenti. C'est vrai que quand j'ai des potes qui ont peu de pente, et là où je trouve que l'alignement est primordial et que ça sera vraiment une très grosse justesse technique et d'alignement qui va me permettre de mettre le putt, c'est vrai que là j'ai tendance à mettre la ligne. Pour justement m'aider dans l'alignement. Après, dès qu'il y a un putt avec de la pente, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt complètement changer. Je peux même changer de grip, changer de posture parce que j'ai envie que ça soit que du ressenti. Et c'est vrai que ça peut être un peu moins carré dans le visuel, mais c'est parce que moi j'ai besoin de faire ressortir ce côté enfant qui voit, qui ressent et qui n'est pas en train de se dire où est-ce qu'il faut que je m'aligne, où est-ce qu'il faut que je vise. Il y a certains putts avec beaucoup de breaks là où je sais même pas en fait là où je vise. Mais par contre, j'ai ressenti une vitesse que j'adapte à la pente et en fait je vois la trajectoire de la balle, mais je peux même pas dire si je joue 40, 60 ou 80 cm à gauche. Après, pour nos auditeurs là, par rapport à la ligne de la balle,
Effectivement, ça ne convient pas à tout le monde parce que déjà, mettre une ligne peut être véritablement un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que aligner une balle là où on souhaite, ça demande beaucoup d'assiduité. Parce que si vous Et cherchez, en plus, par exemple... c'est super dur. Je suis désolé de te couper, mais en plus, c'est super dur, beaucoup plus dur que ce que pensent la plupart des gens. C'est que c'est très, très dur d'aligner la face sur la ligne. Donc, c'était déjà un gros boulot d'aligner la ligne. Et ensuite, c'est encore un tout autre boulot de mettre le putter comme il faut. On pourrait se dire, il y a juste besoin de mettre le putter dans l'axe parce qu'il y a une ligne sur le putter, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Ouais, c'est, mais bien c'est, sûr. c'est Et moi, c'est pour difficile ça que d'aligner je deux prends lignes. je prends toujours un putter avec. Moi, j'ai besoin d'avoir la ligne qui commence au bord du putter, de la face, tu vois. Et moi, par exemple, je ne prends pas de putters qui ont des lignes tout de suite parce que moi, j'aligne avec la perpendiculaire. On l'a déjà vu avec Antoine. Pour mettre les deux lignes parallèles dans la continuité, j'y arrive pas. Par contre, pour poser ma face de club à 90 degrés de la ligne que j'ai posée, bah là, c'est bon. Mais là, c'est un ophtalmo qu'il faut aller voir. Mais j'y suis déjà allé. Donc voilà, c'est vrai que cette ligne doit être bien faite parce que sinon ça peut être un parasite au final. Donc ce serait dommage parce que si vous l'utilisez au départ pour que ça soit une aide, au final c'est un parasite parce que vous allez tout de suite vous poser des questions. Si vous pensez aligner par exemple votre ligne de balle un trou à droite alors qu'en fait vous êtes aligné que bord droit du trou, vous allez faire un putt, ça se trouve vous avez très bien lu la pente et la balle elle va passer à gauche, vous allez vous dire bon, j'ai mal lu, j'ai refermé la face de club, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, tout simplement, tu as mal aligné la balle, ça se trouve. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir enlever quand même ce doute-là, il faut savoir le travailler afin que ça soit ultra, ultra parfait. Et tu utilises quoi comme outil pour pouvoir déjà, toi, dans tes leçons que tu donnes, d'où part ton expertise? Parce que tu peux avoir quelqu'un qui arrive que tu n'as jamais vu et qui te dit je veux juste progresser au putting et qui arrive et qui n'a pas forcément de données, qui n'a pas forcément de, tu vois, et qui n'a pas de quoi te donner à manger, tu vois, pour que tu saches un peu tout ce qu'il y a à faire. Donc toi, comment tu vas d'abord faire ton analyse et ensuite comment tu vas emmener la personne à progresser, que ça soit sur sa mécanique ou sur son alignement ou sur la lecture de la pente. Ou quoi que ce soit. Alors d'accord, je croyais que tu voulais qu'on parle par exemple uniquement de l'alignement, parce que si c'est pour l'alignement, tu vois, c'est tout simplement des tests. Non, parce que je pense que si on part tout, je pense que l'épisode va durer 4 heures et on va en perdre, il y en a qui vont s'endormir. Donc tu peux répéter la question. J'ai pas compris la question. Je disais, toi, quel est ton process pour pouvoir justement faire un audit sur une leçon, tu vois, quelqu'un arrive, tu l'as jamais vu, Ouais, et d'accord. quel est ton process justement pour toi checker si la personne que tu as en face de toi, sa mécanique, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, s'il n'est pas régulier, s'il est régulier, comment il s'aligne, est-ce qu'il s'aligne pas, est-ce qu'il s'aligne mal, tu vois, comment tu fais un audit chez un joueur pour voir comment tu le fais travailler et ensuite, est-ce que tu as besoin d'outils pédagogiques ou pas, est-ce que... Non, mais enfin, déjà, voilà, tout ton petit process. Ouais, je comprends. Déjà, quoi qu'il arrive, il y a un questionnement déjà qui est fait auprès de mon élève pour savoir déjà, bon, c'est un point fort, point faible, est-ce qu'il s'entraîne ou pas, quel est le temps qu'il est capable de dégager par rapport à son entraînement. Ça m'intéresse de savoir si déjà il apprécie le putting, surtout, parce que pour moi, si on n'apprécie pas quelque chose, on va forcément moins progresser que si on arrive à l'aimer. Donc moi, ça passe vraiment par ça déjà. C'est essayer de comprendre comment la personne se situe au niveau du putting. Après, derrière, ce qui va être assez intéressant, c'est que je vais tout de suite lui faire quelques tests pour voir déjà, voilà, peut-être je dis rien, je vous laisse vous mettre dans cette situation et je vois un petit peu ce qui se passe au niveau du grip, ce qui se passe au niveau de la posture, parce que comme dans le grand jeu, grip, alignement, posture, ces choses-là doivent quand même être plutôt justes pour pouvoir commencer à manier un putter dans une bonne direction. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui, de temps en temps, me disent je ne sais pas vraiment où doit être mon putter dans l'espace. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai toujours utilisé en fait les Wellstroke de la marque Wellputt, qui sont du coup des tapis de putting que vous déroulez assez facilement, que vous pouvez mettre chez vous ou sur un green, qui permettent vraiment de savoir comment votre putter doit évoluer dans l'espace, avec aussi la façon dont la face de club doit également s'ouvrir et se fermer. Et je trouve que ça permet tout de suite d'avoir un feedback sur comment son putter doit être placé dans l'espace. Alors bien évidemment, ça ne fait pas tout, mais du moins vous avez déjà tout de suite un retour visuel sur comment doit évoluer votre putter. D'ailleurs, on aura un petit cadeau pour vous en fin d'épisode. Donc,
écoutez-nous jusqu'au bout. Exactement. Donc voilà, je trouve qu'en T'as fait tout du cas, commerce, toi, non 20 ans de commerce. Hein. Et il a 35 ans, donc il a commencé très tôt. Donc voilà, le Wellstroke, en tout cas de chez Wellput, je vous invite à aller voir également sur leur site, est extrêmement intéressant par rapport à tout ça. Le lien sera dans la bio, bien évidemment. Exactement. Enfin, dans la description de l'épisode. Voilà. En tout cas, outre ça également, on avait parlé du coup, moi je trouve de l'alignement par rapport à la réussite du putt, mais ce qui va être aussi important, c'est de pouvoir bien lire une pente. D'accord ? Encore une fois, si vous n'êtes pas capable de pouvoir, avec vos yeux, avec différentes méthodes, lire un putt correctement, ben ça, pareil, vous allez avoir de la difficulté pour entrer les putts parce que malheureusement, sur 98% du temps, il y a des pentes sur les greens et il faudrait donc juste. Même s'il y a viser... aimpoint maintenant aussi, la technique aimpoint. Ouais, la méthode aimpoint peut aussi est très intéressante. Hein. Pour rappeler cette méthode aimpoint, voilà, c'est vraiment basé sur une perception déjà au niveau de vos pieds sensoriels pour essayer de déterminer la quantité de pente que vous sentez. Et à ce niveau-là, en fait, il y a tout un système de calibration avec plusieurs doigts en fonction du pourcentage de pente que vous avez réussi à capter pour savoir en fait quelle est la quantité de pente que vous devez prendre. Donc c'est une technique qui est énormément utilisée, qui a été énormément utilisée par les joueurs, qui l'est maintenant un tout petit peu moins et qui est plus utilisé par les caddies parce que moi j'ai arrêté parce que j'ai la jambe droite plus courte, je voyais que des gauches-droites. mais c'est vrai que cette pour les technique... auditeurs, sachez que c'est vrai, hein, il a vraiment la jambe beaucoup plus courte. La jambe droite. Et que c'est vrai que j'ai jamais fait une pointe pour cette raison. Mais et aussi parce que j'aime bien regarder les pentes d'une autre façon. Moi, ce que j'aime bien avec mes élèves, parce qu'on fait pas une pointe, mais que j'essaye de leur donner des petites astuces sur le parcours pour les lectures de pente. Déjà, sachez qu'il y a plusieurs façons à votre portée, vraiment facile. D'abord, essayez de vraiment regarder les autres puttés. Regardez la balle, surtout sur des longs putts, qu'ils soient du même côté que vous, parce que ça, vous le faites, mais même s'ils sont de l'autre côté. Si la balle, elle fait gauche-droite alors qu'il est en face de vous, il y a des chances que votre putt, il soit droite-gauche. Donc ça, c'est une des astuces. L'autre astuce aussi, c'est de regarder sur un plan beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder votre petit putt de 2 mètres, reculez-vous, regardez un petit peu la pente générale, regardez s'il y a des arbres qui sont à droite ou à gauche, regardez s'il y a quelqu'un qui est debout à droite ou à gauche du green, et on peut voir un petit peu les reliefs un peu plus facilement, en tout cas pour les pentes, pour la pente générale du green. J'aime bien regarder 2 mètres à gauche, 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite, et de voir où est le point haut, où est le point bas. Ouais, alors, ça c'est dans super, une cuvette, c'est différent, mais sur un putt de 4 mètres, par exemple, je vais essayer de regarder. Je dis 4 parce que c'est à ce moment-là que je vais regarder 2 et 2. J'essaie souvent de regarder à peu près la moitié de la distance du putt sur les côtés. Et ça donne une indication sur comment, justement, comment est la pente générale. Et dernière petite astuce aussi, regardez les points d'eau. Si jamais il y a de l'eau, c'est comme pour les évacuations. Boire parce que bientôt, il y en aura plus. C'est comme les évacuations dans des appartements ou dans les constructions. Les points d'eau sont souvent dans les points bas des greens. Donc, ça veut dire que souvent, l'eau, elle s'écoule vers le point d'eau. Donc, si vous avez un point d'eau qui est à gauche du green, il y a des chances que la pente soit vers le point d'eau. Pareil, si vous avez des montagnes. Si vous avez des montagnes ou des points très hauts du parcours, c'est souvent c'est souvent en fait la pente suit la pente de la montagne. Donc toutes ces choses-là, c'est des petites astuces qui permettent d'avoir les pentes générales quand vraiment vous voyez rien. Et malgré tout, ça peut vous aider à prendre une décision parce que malgré tout, ce qui reste important, d'avoir bien lu ou pas lu, c'est une chose, mais surtout c'est de prendre une décision au putting. Ouais, et je vais terminer aussi par une dernière astuce parce que j'imagine que lorsque vous regardez la pente de votre putt, vous regardez des 2 côtés. Et je vais vous donner en fait une petite astuce. Ça vous arrive, j'imagine, de voir 2 pentes différentes des 2 côtés. Non, tu peux pas le dire, Antoine. Tu peux pas le dire. C'est un secret. Peux pas le dire. Non, c'est un secret. Non. Alors, chers auditeurs, ça reste entre nous, promis. D'accord, ça reste vraiment entre nous. Ça restera entre nous et nos auditeurs. Alors. En fait, je vais vous donner comme exemple, par exemple, le Masters à Augusta. Quand vous avez les caméras qui filment les joueurs depuis les grues, vous allez avoir du mal à vous apercevoir en fait des pentes qu'il y a sur les greens, d'accord ? Parce que la perspective est un petit peu écrasée. Et lorsque la caméra se rapproche du sol... Donc il faut jamais regarder les pentes des grues en fait. Exactement, tu as tout compris Kevin. Arrête de me couper, c'est pas possible. Et lorsque vous vous retrouvez avec la caméra du coup qui est proche du sol, c'est là où on s'aperçoit vraiment des pentes qu'il y a, d'accord ? Donc ce qui fait que plus on est haut, plus la perspective est écrasée.
plus on est bas, mieux sera votre perspective. Ce qui fait Si qu'il vous faut faites toujours... plus d'1m90, vous avez aucune chance de bien putter. Exactement. Voilà. Donc, C'était du coup, Camilo Vegas qui avait été connu pour ça, qui était la position qu'il faisait là pour être assez pour bas. être vraiment au niveau du sol. Bon, tout le monde ne peut pas le faire. Ce qui fait que, par exemple, essayez de trouver toujours le côté du putt où vous êtes le plus bas. Parce qu'en vous baissant, de toute façon, c'est mieux de vous baisser pour regarder une ligne. Vous serez toujours mieux sur la perception du côté où vous êtes bas plutôt que du côté où vous êtes haut. C'est-à-dire que si jamais j'ai un putt qui est en descente vers le trou, je vais plus me mettre du côté du trou parce que je serai beaucoup plus bas par rapport à ma balle pour pouvoir observer la pente. Donc ça, c'est vraiment une superbe indication. Si jamais vous avez un doute entre les deux côtés et vous voyez deux pentes différentes, positionnez-vous toujours du côté où vous serez le plus bas, la perspective sera meilleure. Bon, avec tout ça, tout le monde va très bien lire les pentes maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font derrière? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la vitesse. Ouais, il faut mettre une bonne vitesse, il faut associer une bonne quantité de pente avec la vitesse que vous devez mettre, sachant qu'il y a plusieurs lignes différentes. Vous avez plusieurs courbes. La balle, quand elle rentre dans un trou avec une pente, elle fait une courbe. Mais il faut savoir qu'en fonction de la vitesse que vous allez donner, du coup, il y a une courbe qui va être une ligne qui va être un peu plus agressive, une ligne qui va être un peu plus à mourir. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir la bonne vitesse, sa bonne vitesse, mais être vigilant quand même par rapport à ça. Et la bonne vitesse pour toi, c'est quoi alors du coup? Il faut dépasser de combien? Ouais, en général, 1,5 pied, c'est plutôt bien parce que à partir du moment, pour moi, où vous mettez une trop grande vitesse, vous allez forcément réduire un peu la porte d'entrée dans le trou. Parce que si vous la faites rentrer sur la partie un peu droite du trou avec beaucoup de vitesse, il y a de fortes chances qu'elle puisse prendre une virgule, alors que si vous la faites rentrer avec une vitesse qui est un tout petit peu plus douce, en dépassant d'1 pied, 1,5 pied, la balle aura le plus de chances de se faire aspirer dans le trou. Et encore plus par rapport à ça, si vous mettez un petit peu trop de vitesse et que vous décidez de la jouer comme ça, très bien, mais vous faites une petite erreur mécanique, une petite erreur de lecture, de vitesse, et que vous dépassez derrière, par exemple, de 3-4 pieds, qu'est-ce qui va se passer derrière? Si vous êtes à 2 mètres et vous dépassez encore de 3-4 pieds derrière, le putt, vous allez l'aborder différemment. Il y a un aspect mental qui se dit, chez tout le monde, les pros et les amateurs, non, tu vas pas faire 3 putts quand même à cette distance-là. Et là, on sait comment ça termine. Mais on cette se l'est histoire. jamais dit ça, je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, bien sûr que non, même nous, bien évidemment. Et je suis sûr que toutes les personnes qui nous écoutent ne le sont jamais dit non plus. Surtout pas. Donc voilà, c'est important quand même de pouvoir ajuster une bonne vitesse. Alors bien sûr, lorsqu'on est en match play, ça peut toujours être intéressant si on veut de mettre une vitesse un peu plus agressive lorsqu'on est sur un putt en montée parce qu'on veut prendre un petit peu moins de pente et qu'on a entre guillemets rien à perdre si c'est pour égaliser un trou par exemple. Mais soyez toujours vigilant quand même pour optimiser vos chances de rentrer une balle dans le trou. Il faut qu'il y ait une vitesse qui soit adaptée. En général, comme je disais, dépasser d'1,5 pied, je trouve que c'est plutôt la bonne vitesse. Donc voilà, si je résume en tout cas ça autour de la mécanique, voilà, un bon putter, quelqu'un qui va bien putter, c'est quelqu'un donc du coup qui va avoir une bonne mécanique avec une face de club, une balle qui sort dans la direction souhaitée avec un bon contact et un chemin de club qui est cohérent, avoir un bon alignement, avoir une bonne lecture de pente et associer la bonne quantité de pente que vous voulez donner avec la vitesse. Voilà, c'est extrêmement important d'avoir ces 4 points pour pouvoir réussir votre putt. Ce sont les 4 composantes de la réussite d'un putt. Donc maintenant, on sait bien putter, tout le monde sait bien putter. Comment on fait pour s'entraîner et pour commencer à mettre des putts sur le parcours et être bon sous pression? Sébastien, tiens, tu vas nous parler un petit peu du travail, un peu de la performance. Ça m'intéresse parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble, nous, dans notre coaching. Et je crois que tu n'écoutais pas. Voilà, très bien, encore un, c'est très bien. Je vais faire un podcast tout seul. Alors, je vais monter mon podcast de mon côté. Si vous voulez écouter, ça sera beaucoup plus intéressant. Le tonton golfeur solo, le tonton golfeur tout seul. Atlabouli. Atlabouli. Vous êtes vraiment les enfoirés, sans déconner. Je prends tellement cher ce soir, mais je vous aime quand même. On t'avait dit que c'était ton épisode. Ouais, j'ai compris, j'ai très bien compris. Il n'y a pas de souci, Donc nous, on va pouvoir... là où nous, on a travaillé, c'est que moi, c'est un sujet qu'on va évoquer plus tard dans l'épisode, mais j'ai eu pas mal de problèmes de putting. J'étais un très très bon putter quand j'étais plus jeune. Je suis devenu beaucoup plus performant quand on m'a changé beaucoup de choses dans ma technique de putting. Bref, c'est une longue histoire. Et j'ai développé ce que j'espère le moins de personnes, qu'il y a le moins de personnes possible qui connaissent ce mot, mais les hips. Donc moi, j'ai développé malgré tout des grosses aptitudes aux hips pendant pas mal d'années. Et c'est vrai que moi, du coup, justement, dans ce que toi t'expliquais, moi, la mécanique, il faut vraiment c'est une stratégie qu'on a pris tous les deux, d'en faire le moins possible. Donc de juste avoir des petits exercices très rapides pour être sûr que tout va bien, et après justement de tourner mon entraînement de putting que sur de la performance.
Moi, j'aime beaucoup distinguer 2 types d'exercices. Les premiers exercices, c'est juste on fait une note. En fait, c'est, disons, je dis n'importe quoi, il y a 12 tis sur le putting green, ou 4, ou 30, enfin, j'en sais rien. Et de faire une note sur 12, ou sur 4, ou sur 30, et de voir si cette note, elle évolue. Et ça, c'est quand on a un temps très imparti. Donc, OK, je fais tel exercice, et tel exercice, et puis j'ai une note. Et puis, au pire, je le refais une deuxième fois, et ça me fait 2 notes pour chaque exercice. Donc ça permet d'avoir un suivi, justement, sur comment est-ce qu'on putt à l'entraînement. Et sinon, des exercices là où, par contre, il faut réussir pour pouvoir continuer. Donc, de choisir spécifiquement ce que je veux travailler. Donc, est-ce que je veux faire de la performance sur les putts longs ? Donc là, ça ressemble plus quand même à... On va être beaucoup plus tourné sur une relation vitesse-pente, mais c'est quand même particulièrement un travail de vitesse. La mécanique est peut-être un tout petit peu moins importante. Tout comme à l'inverse, si jamais je décide de faire que de la performance de putt court, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai 2-3 exercices que je veux absolument avoir finis. Ça me prend le temps que ça doit me prendre. Et du coup, ensuite, je peux voir mon évolution dans ces différents exercices. Mais c'est vrai que je fais beaucoup d'exercices de performance qui peuvent être très simples. Ce que j'essaie juste, c'est de les baser sur des performances de stroke gain qui me permettent de... Sur 20 situations dans cet exercice, je sais qu'il faut que je fasse 14 ou mieux pour avoir un stroke gain positif. Donc, je peux décider de juste faire un stroke gain positif, donc, voilà, qui veut dire que j'ai putté mieux que la moyenne des joueurs du PGA Tour sur ces distances-là, ou de le rendre encore un peu plus dur en essayant de faire en sorte que ça soit des scores encore meilleurs que ça, ou de temps en temps, c'est des exos, là où il y a 12 putts, et il faut que j'ai mis les 12 pour valider mon exercice. Donc, j'essaie de varier ça comme ça, moi. Et c'est vrai que sous pression, si vous vous entraînez très peu à l'entraînement sur de la performance, vous allez le retrouver sous pression sur le parcours et de ne pas arriver forcément à gérer et à être performant. Donc, c'est dès la performance et dès l'entraînement qu'il faut arriver à se mettre sous pression. Faire des exercices, comme dit Seb, qu'il faut finir sans pour pouvoir passer. l'intention de le putter, en fait. Je me permets de te couper pour aller, je pense, là où tu voulais aller, mais il faut absolument que tous les putts soient joués comme quand on les joue sur le parcours. Parce que la pression, quand on ressent de la pression particulièrement sur les greens, on en avait parlé déjà tous les trois quand on préparait cet épisode, le putting, c'est le juge de paix, c'est le moment là où on note le score sur la carte, donc on peut avoir tendance à se mettre beaucoup de pression sur un petit putt ou sur un putt qui nous paraît accessible, il faut le rentrer. C'est comme combien si de fois, combien de fois moi le premier, moi qui disais au début que pour moi c'était beaucoup mental et c'était le reflet du mental, le putting. Combien de fois j'ai super bien putté sur des parties où je jouais très mal, et puis les parties où je jouais le mieux, je me suis mis à mal putter. C'est tout simplement combien de fois parce que ton niveau d'attente a changé. Oui, c'est plus du tout les mêmes. Combien de fois j'ai entendu j'ai pas mis un putt pour birdie et pourtant vous sauvez les putts pour le par ou pour le bogey, enfin peu importe les scores que vous faites, mais souvent on putt mieux à rattraper que pour la performance, et pourtant ça reste le même putt, c'est juste qu'on l'aborde d'une façon différente, et pour ça il faut absolument rentrer dans un travail de routine que vous appliquez dès l'entraînement et dès la performance que vous faites à l'entraînement pour le travailler, et que votre routine soit vraiment au point pour venir vous aider dans ces moments de stress. Dans la routine, on fera forcément un épisode sur la routine, ça sera un vrai long épisode parce que c'est très important, mais effectivement il y a plein d'éléments, et notamment le discours intérieur au putting est très très important, de se dire des bonnes phrases, avoir des bonnes phrases positives pour bien être dans l'exécution du mouvement et pas être dans trop la réflexion de quelle importance à ce putt. C'est vraiment hyper important. La mécanique va permettre de pouvoir faire un bon mouvement de putting. L'entraînement de performance va pouvoir vous permettre de mettre des putts. Voilà, exactement. C'est parce que vous allez vous entraîner sous pression qu'une fois que vous vous retrouverez dans cette situation sous pression sur le parcours, ce qui serait dommage, c'est que vous soyez en train de vous dire de toute façon, quand je me mets sous pression sur le putting range, j'en mets jamais un. Donc, je risque pas de le mettre, celui-là. Ça serait dommage. Mais le but, c'est que justement, quand vous vous retrouvez sur cette situation, sur le parcours, sous pression, l'entraînement de performance a permis de vous prouver, pour moi, c'est à ça que sert l'entraînement, c'est de se prouver ses habiletés et ses capacités. Donc, si jamais l'entraînement, il fait que nous montrer qu'on est nul, c'est que l'entraînement, il n'est pas adapté à notre niveau. C'est qu'il est trop dur. Donc, il faut que le curseur, ça soit votre curseur sur les exercices pour que ça vous montre que vous êtes bon. Pas que vous êtes très, 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 très bon.
parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de marge de progression. Mais ces curseurs, ils doivent évoluer pour qu'ils soient tout juste là pour vous mettre quand même en confiance, mais que les jours là où vous n'êtes pas dedans, eh ben, l'exercice, il est très dur. Comme ça, au moins, quand vous vous retrouvez sur le parcours avec le putt d'1,50 m que vous voulez mettre, absolument, c'est important pour vous, je sais pas pour quelle raison, mais pour la vôtre, c'est important pour vous de le mettre. Et ben, si au fond de vous, vous savez très bien que vous y avez passé du temps et que depuis un moment et que vous progressez sur le putting green, ben ça vous donne de la confiance pour pouvoir mettre ce putt à ce moment-là sur le parcours. Et puis il y a plein d'exercices. Là, tu avais cité plusieurs. Il y a l'exercice pour la vitesse, moi que j'aime bien aussi donner, celui où tu mets un club 3 pieds derrière le trou, tu mets un tee à 3 mètres, à 6 mètres et à 9 mètres. Et tu peux même aller jusqu'à 12. Et le but, tu prends 3 balles. Et le but, c'est de mettre entre le début du trou et le club, sans toucher le club. Et de mettre les 3 dans la zone où, quand tu mets dans le trou, tu as un joker. Et voilà. Et le but, c'est de valider 3, 6, 9, 12. Ouais. Et tu redescends à chaque fois. Ça, c'est bien aussi pour travailler la vitesse. Vous pouvez le faire à plusieurs. Après, il y a des exercices avec où vous mettez en croix pour la performance. Je sais qu'Antoine, toi, tu le fais pas mal faire à tous les gamins à l'école de golf. Ouais, de toute façon, que ce soit même à des enfants ou des adultes. L'exercice de la croix, c'est certainement l'un des exercices les plus connus. Vous placez des tees qui sont à 3 pieds, 6 pieds, 9 pieds, donc sur les 4 points cardinaux. Donc, du coup, vous avez 12 tees. Et l'idée, c'est de se dire, alors il y a plusieurs façons de le faire, mais moi j'aime bien le fait de commencer à 3 pieds, vous rentrez le putt à 3 pieds, vous passez à 6 pieds, à 6 pieds, vous le rentrez, vous passez à 9 pieds, à 9 pieds, vous loupez, vous redescendez à 6 pieds, 6 pieds, vous rentrez 9 pieds, 9 pieds, vous rentrez... Alors les gens vont te dire que ça dépend quand même des tailles des pieds quand même. Ouais, je faisais un exercice de putting tout à l'heure sur le putting green avec un copain qui, moi, à 3 pieds, la balle, elle était bonne. Lui, à 3 pieds, il lui manquait 10 cm. Dans ce cas-là, vous prenez votre mètre et on va dire à 33 cm, 3 pieds, ça fait à peu près un putter. Oui, c'est ça. Et pourquoi on parle beaucoup en pied, c'est parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup les stats de putting en pied, car c'est un métrage qui est fait aux États-Unis et en Angleterre pour le putting et pour les petites distances, donc qui est un peu plus précis que... Enfin non, qui n'est pas plus précis, mais qui en tout cas est beaucoup plus utilisé, donc on a plus de repères par rapport à ça. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est 33 cm à peu près. Voilà, et en fait, l'idée, c'est tout simplement, si vous rentrez le putt, vous passez au tee suivant, vous loupez, vous redescendez. Le but, c'est de réussir à faire tout le tour de cette croix. Dès que vous arrivez à 9 pieds, vous rentrez le putt, vous passez à 3 pieds sur une nouvelle ligne, et à 3 pieds, si vous loupez, hop, vous revenez à 9 pieds sur la ligne où vous étiez avant. Et puis vous pouvez là, faire des courses. On parle d'un exercice au niveau quand même. Là, c'est de rentrer tous ces putts-là pour quelqu'un qui est juste 18 d'index, c'est très dur. Ouais, alors après, c'est pour ça que je disais qu'il y a d'autres variantes. Ça peut être également à partir du moment où vous rentrez le putt à 3 pieds, vous passez à 6 pieds. À 6 pieds, si vous le loupez, vous restez à 6 pieds tant que vous ne l'avez pas rentré. Et l'idée, c'est que vous avez du coup 12 putts à rentrer au total et se dire en combien de tentatives vous avez réussi à rentrer ces 12 putts. Vous les notez. Et je pense que les 12 putts, on peut réussir moi, pour des moins bons niveaux, j'aime bien l'exercice comme tu viens de le préciser, c'est-à-dire que les situations, il faut les avoir rentrées. Et le chiffre, du coup, ça ne devient plus le temps qu'on a mis ou quoi que ce soit, ça devient juste combien de putts il m'a fallu pour faire l'exercice. Exactement. Il faut juste que je mette le putt une fois. Même si le putt d'1,80 m, j'ai besoin de 10 putts pour le rentrer une fois, et c'est juste, ça s'additionne aux 2 putts que j'ai eu besoin pour mettre 1 mètre. Donc j'en suis à 12 putts. L'avantage des exercices de performance, c'est qu'on peut vraiment les adapter à tous les niveaux. C'est juste ensuite des consignes qui sont à suivre. Par exemple, toi, je te demande cet exercice de rentrer les 12 putts d'affilée. Tu vois, et tu m'avais dit que la dernière fois, tu avais mis un sacré nombre de temps. Donc, bien évidemment, ça, c'est la façon la plus... J'ai mis une fois 2h15, mais j'ai mis une fois 20 minutes aussi. Voilà, donc tu vois, ce qui est bien, c'est que sur ces 2h15 de performance, j'imagine que tu as tout le travail de l'agacement, de la frustration, de l'énervement, de la fatigue physique, fatigue mentale. Donc tout ça que l'on retrouve au final lorsque vous jouez sur le parcours en compétition. Donc c'est pour ça que ce travail de performance, il est indispensable par rapport également au travail de la mécanique. On ne peut pas dissocier ces deux-là lorsqu'on a un entraînement de petit. Et puis après, vous pouvez le faire de façon aussi ludique et sous forme de jeu. Avec la croix, vous démarrez l'un en face de l'autre et vous essayez de vous rattraper. Vous pouvez avoir des vies. Enfin, voilà, il y a plein de façons aussi. J'ai une pensée pour Jérôme Lando, là où on faisait ça et on se mangeait, on faisait gna 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 gna. Mais c'est des trucs qui sont sympas à on faire. Sera jamais assez créatif. On sera jamais assez créatif pour les exercices de performance. Et bien évidemment, si pour vous qui nous écoutez, si vous avez des exercices de performance préférés, parce que on en a toujours des préférés, même si c'est très important de beaucoup varier.
Mais si vous voulez qu'on vous donne notre avis sur les exercices de performance que vous utilisez, ou s'il y en a qui ont besoin de petits coups de main, de quelques exos, déjà, vous pourrez réserver un cours avec Antoine. Mais non, plus sérieusement, vous pouvez nous envoyer. Il y aura toujours un de nous trois qui pourra vous donner une idée d'un exercice ou deux. C'est assez facile. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent sur les réseaux. C'est pour qu'on soit facile d'accès. Et exactement. Et c'est vrai que voilà, ce travail de performance qui peut toujours être intéressant, c'est d'allier ça par exemple aux statistiques. Parce que les statistiques, c'est un point sur lequel les très bons joueurs s'appuient, mais aussi les joueurs débutants ou même de tout niveau. En fait, les statistiques font partie de la performance au putting. Ouais, les stats, moi je sais que je m'en sers beaucoup aussi avec mes élèves. On l'a déjà évoqué sur le grand jeu, mais sur le putting, je pense qu'il y a plusieurs étapes de stats. Il y a déjà le nombre de putts en régulation, même si je vais me faire taper sur les doigts par mes deux collègues, mais parce que ça dépend vraiment de beaucoup plus que réellement le nombre de putts que vous faites sur la partie. Mais je trouve que déjà de savoir pour quelqu'un qui est, on va dire, au-dessus de 30 d'index, de savoir s'il fait déjà des 3 putts et des 4 putts et d'avoir un premier objectif de passer à faire que des 2 putts, ça peut être déjà un bon objectif de savoir où il perd des points entre guillemets faciles. Faire 2 putts par trou, ça doit être vraiment la moyenne. Et après, on essaye de gagner des points. Effectivement, après, quand tu commences à progresser et que tu as besoin de stats un peu plus précises, bah là, c'est sûr qu'il y a le stroke gain qui est venu s'interférer dans les stats depuis un certain nombre d'années, mais qui est beaucoup plus représentatif. C'est-à-dire que là, pour le coup, quelqu'un qui fait 25 putts, peut avoir en finale moins bien puté que quelqu'un qui en fait 30. Donc c'est ça qui est très intéressant sur le stroke game. C'est par rapport à la distance qui vous reste pour chaque putt. Donc forcément, si vous faites que des chips, vous chippez toute la journée, vous vous mettez à 1 mètre du trou et vous rentrez tous les putts, au final, c'est pas hyper représentatif de votre niveau de putting. Alors que si vous prenez tous les greens en régulation, et que là, vous faites un peu plus de 2 putts et quelques 1 putt, peut-être que vous allez mieux putter au final, avec un nombre de putts qui est plus élevé. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que vous savez, je m'adresse à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, c'est que souvent vous êtes assez surpris par les vrais stats de putting et la performance des joueurs que vous regardez à la télé. J'ai un jeu, j'aime bien faire ça, la première séance de putting que je fais avec quelqu'un, c'est qu'on a une installation well putt aussi à Longchamp. Et il y a un tapis où il y a 3, 6, non je dis des bêtises, c'est 3 feet, 6 feet et 9 feet, donc c'est-à-dire 90 cm, 1m80 et à peu près 3 mètres. Ouais, 2m70. Et en fait, je leur demande, du coup, à 90 cm, à 3 feet, vous pensez que les meilleurs joueurs du monde sont à combien ? Bon, ils me répondent, ils sont à 100%. Et effectivement, ils sont pas très loin, ils sont à 98%. Et après, je leur demande, et donc à 1m80, combien ils sont ? Ils sont à 80%. Et là, en fait, ça passe à 66%. Donc là, ça fait vraiment très mal et c'est difficile d'imaginer que les meilleurs joueurs du monde mettent plus que 2 putts sur 3 à cette distance. Et quand on passe à 2m70, on n'est plus qu'à 45%. Donc ça va très très vite, ça descend très très vite et c'est un peu biaisé le regard qu'ont les joueurs de golf sur le réel niveau de putting qu'il faut avoir et surtout que ceux qui regardent la télé. Voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire le problème, c'est que le golf que les gens voient, de tous les niveaux, juste ceux tous les niveaux qui voient le golf à la télé, voient les meilleurs joueurs du monde en train de faire leur bonne semaine, parce que les mecs sont potentiellement, ou les mecs, je dis les mecs, mais les filles aussi, là où en fait ces joueurs et joueuses sont en train de faire une grosse semaine puisqu'ils sont en position de gagner un tournoi, parce qu'on vous montre jamais la joueuse ou le joueur qui est en train de rater le cut de 10 points. Ou si on le montre, c'est parce qu'il a fait un coup exceptionnel, et ça peut être un très long putt ou quoi que ce soit. Mais la réalité du monde professionnel, c'est qu'il y a beaucoup de coups ratés, beaucoup de putts ratés. D'ailleurs, les stats sont très différentes entre quelqu'un qui a raté le cut et quelqu'un qui a fait 10e sur les greens. Et du coup, on se retrouve biaisé par la télé qui, en plus de ça, dans les commentaires,
peuvent vite être de quelqu'un qui rate un putt de 2 mètres en disant « Oh là là, mais quelle erreur !» alors qu'à 2 mètres... Ou il a craqué. Ouais, où il a craqué alors qu'il a peut-être fait un très bon putt, mais la balle, elle n'a pas tourné. Enfin, et puis, on n'est pas sur une surface parfaitement lisse de chez parfaitement lisse. Donc c'est biaisé parce que tout est vu comme quelque chose de normal quand quelqu'un rentre un putt de moins de 2,50 m. Et quand il rate, c'est « Oh là 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 là, mais quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur !» Mais pas du tout, en fait. C'est des choses qui arrivent. De temps en temps, ça n'arrive pas au bon moment dans le tournoi. Et bien évidemment, il peut y avoir une partie mentale. Mais Mathieu Pavon, en gagnant sur le PGA Tour, a raté un petit putt, je crois, au 17. Il l'a même dit qu'il n'avait pas fait un mauvais putt. On pourrait dire « Oh là 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 !» Je suis sûr qu'il y a eu des commentaires. « Oh là là, il a craqué, il a raté un putt. » Enfin, le seul qu'il fallait mettre, c'était celui du 18 et il l'a mis. Hein. Donc, et qui est peut-être le putt sur lequel il a eu le plus de pression dans sa vie. Donc, il a sacrément bien putté pour son tournoi. Ah non, mais il a puté, mais c'est un très très bon putter. Parce que le putt au 16 qu'il met là, il est magnifique. Je voyais une stat tout à l'heure justement sur le fait que il était le jour là où on enregistre, il est toujours leader de la FedEx Cup et qu'il était deuxième de la stat de to the green, donc dans les attaques de green, je crois, et deuxième au putting. Donc, on parle d'un joueur ultra complet et très fort. Enfin, il est top 25 mondial, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, il faut faire très attention à ce qu'on voit à la télé et ce qui parfois, je dis bien parfois, peut y être dit. C'est pas normal de rentrer tous les putts à 2 mètres. Ça n'existe pas même. Même le meilleur putter du monde, il en rate et il en rate régulièrement. Et focalisez-vous sur dès que vous êtes à... Donc du coup, quand on entend ça, dès que vous êtes à plus de 2,70 m, 3 mètres, focalisez-vous sur faire 2 putts faciles. C'est-à-dire de ne pas avoir à putter derrière. C'est trop épuisant sur une partie de se laisser à 1,20 m, 1 mètre. Vous pouvez les mettre, hein, mais il y a un moment ou un autre, c'est l'énergie que vous laissez. C'est comme une barre d'énergie que vous avez et en fait, vous l'utilisez et à un moment, vous ne l'avez plus peut-être au moment où vous en avez besoin. Donc vraiment, essayez de travailler beaucoup le dosage. Ça va aussi avec une bonne mécanique pour pouvoir répéter une même vitesse. Mais en tout cas, c'est hyper important de bien putter de loin et de se mettre très souvent donné, très souvent très proche pour faire beaucoup de putts de loin. Et c'est vrai que le travail de la vitesse, il est quand même indispensable lorsque vous avez des longs putts, lorsque vous avez des putts courts. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Donc, le travail sur un green, c'est juste parfait. Encore une fois, vous pouvez le faire à travers des exercices de performance. Mais en tout cas, focalisez-vous surtout sur une très bonne vitesse afin de pouvoir diminuer vos 3 putts et surtout tenir un côté un peu statistique comme ça. Antoine, on parle du green, on parle des trous, on parle d'exercices. On n'a pas encore parlé d'un outil primordial quand même, le putter. Le pinceau, exactement. Pinceau. Alors Dieu sait que c'est pas l'Indien, c'est pas la flèche, c'est l'Indien. Mais la flèche, ça peut quand même bien contribuer à nous aider. Ouais, et c'est vrai qu'avoir un putter adapté est déjà très important, si ce n'est déjà la chose la plus importante en termes de taille, d'accord ? Attends, excuse-moi, t'as dit un putter adapté ou un putter Odyssey ? Un putter Odyssepté. Ah, comme ça, J'avais pas compris. Exactement, donc Odyssepté, c'est important d'avoir ça parce que rien que déjà d'avoir un putter qui n'est pas à la bonne taille peut déjà vous provoquer un côté un peu bloqué et tout simplement ne pas faire évoluer un putter de façon déjà régulière et surtout de façon juste au niveau de la mécanique. Donc rien que par ça, déjà, je vois beaucoup de personnes qui ont des tailles de putter qui ne sont pas adaptées et qui, du coup, créent de la crispation ou créent de la tension. Et malheureusement, au putting, tout ce qui va être tension, que ce soit au putting même au grand jeu, et crispation n'est pas bon pour, du coup, un peu l'aisance du mouvement. Donc c'est vrai qu'avoir un putter qui est adapté, que ça soit en taille de grip, en loft, en lie. Pour rappeler, le loft, c'est l'ouverture en degrés du putter qui en moyenne à 3 degrés, comme un sandwich en A58, un driver en A12. Le lie, c'est un angle qui est créé entre le shaft et le sol qui permet de savoir comment en fait repose votre putter au sol. Tous ces éléments sont indispensables, même si lie loft, on peut commencer à parler un peu plus de haut niveau. Mais le fitting de putter, que ça soit chez un débutant ou quelqu'un qui est confirmé, reste indispensable, toute proportion ensuite par rapport aux chiffres. On peut parler par exemple de putters qui sont déjà tolérants avec un MOI qui peut être un peu plus élevé. Sébastien, est-ce que tu nous parlerais par exemple du MOI d'un putter ?
Ah ouais, j'allais te dire, attends, là, il va falloir qu'on explique le MOI quand même. Là. Ah oui, je sais bien, je voulais te lancer Donc sur le ça. MOI, je suis surpris que tu t'adresses à moi pour parler du moi, Dis-moi. vu que ça s'écrit comme ça, MOI. Donc Bravo. MOI, Moment of Inertia, donc Mais le c'est moment parce que t'aimes d'inertie bien du parler putter. de moi. Mais- Non, on va parler de moi là. Et donc le moment of Inertia, donc le moment d'inertie du putter, qui est en fait la stabilité que va avoir le putter en rencontrant un objet, qui là en l'occurrence c'est la balle. Donc plus le putter a de la masse et plus la masse est répartie sur l'ensemble du volume du putter, plus justement, malgré le fait qu'il y ait un contact avec la balle, la face va rester à l'endroit, enfin de l'endroit duquel elle venait. C'est-à-dire que le putter va pas se faire entre guillemets bouffer parce que ça a été pris dans la pointe, donc ça peut influer sur la balle, ça peut lui donner de l'effet, ça peut faire bouger la face, et au moins le MOI amène plus de stabilité. Donc ça peut être par ça, donc j'ai dit la masse mieux répartie dans le volume, ça peut être le poids total du putter, avec la répartition du poids plus basse justement, donc plus dans le putter, ou avec des putters qui, vu qu'ils sont plus longs, le centre de gravité s'est reculé vers l'arrière, et ce qui permet justement une plus grande stabilité au niveau du putter. Et c'est vrai que ces putters qui ont un MOI élevé, on va se dire mais pourquoi du coup tout le monde ne prend pas des putters qui ont un MOI élevé? Parce que si du coup ce sont les putters les plus tolérants, bon ben c'est vrai que pourquoi tous les gens n'ont pas? Mais en fait, ces putters-là, parfois, peuvent vous donner un retour sur information dans vos doigts qui peut être un petit peu moins pertinent, notamment lorsque vous décentrez la balle, lorsque vous faites un mauvais putt. Parfois, vous êtes peut-être un peu moins à le ressentir, alors que lorsque vous avez un putter qui a un MOI un tout petit peu moins élevé, tout de suite, voilà, si vous la contactez un petit peu moins bien, si vous la sortez un peu plus à droite, vous allez peut-être sentir que c'est un peu plus par la face, peut-être un peu plus par le chemin, vous voyez. Donc, c'est pour ça que de toute façon, il y a toujours avantage et inconvénient dans chaque paramètre, et c'est pour ça que voilà, il existe plein de putters, des putters avec des petites têtes, avec des grosses têtes, avec des MOI élevés, des MOI moins élevés, donc des putters face balance towing. Kevin, Ouais, est-ce mais que tu veux bien nous parler de ça aussi, hein? c'est ce que je voulais dire. Il y a une petite chose intéressante si vous voulez avoir une première idée du style de putter que vous avez, c'est faire un petit test pour savoir si votre putter est face balance ou toe hang. Donc en gros, vous prenez Qui deux sont doigts. des équilibrages, hein, je le précise tout de suite pour ceux qui n'ont jamais entendu ces mots. Et donc en fait, vous prenez votre putter, vous mettez le point d'équilibrage pour qu'il soit en équilibre sur ces deux doigts, donc pour qu'il soit en équilibre. Et là, vous regardez la face de club. Si la face de club est vraiment dirigée vers le ciel, c'est que c'est un face balance. Et donc c'est plutôt un putter qui est fait pour être putté très en ligne. Et quand la pointe du putter a tendance à aller vers le sol, et à ce moment-là, c'est plutôt un toe hang. Et donc, c'est plutôt des putters qui vont générer plus de rotation de face et du coup, qui sont plus adaptés à des personnes qui font des rotations de face. Oui et non, parce que parfois, c'est un peu controversé. C'est que parfois, on dit qu'il vaut mieux avoir un putter qui est à l'opposé de son système pour s'aider à revenir dans le droit chemin. Et de temps en temps, il y a des personnes qui préfèrent putter avec un putter dans leur système. Donc, le plus intéressant déjà dans un premier temps, c'est de vous savoir ce que vous avez comme putter. Regardez si vous avez plusieurs putters, lesquels sont de face balance ou toe hang, et de faire des tests et de voir qu'est-ce que vous préférez. Et puis voir avec votre pro. Donc voilà le petit test que vous pouvez faire qui sont sympas. En tout cas, très important quand même de faire un fitting de putting pour avoir une idée du putter qui vous conviendrait le mieux, sachant que ça soit notamment chez Odyssey, vous avez une gamme immense, une gamme que ça soit au niveau du design, au niveau des prix, au niveau, enfin il y en a pour tout le monde. On parlait des alignements, il y en a aussi qui aident à s'aligner, qui ont des lignes, pas de lignes. Donc beaucoup de choses très intéressantes à aller faire un fitting au moins une fois dans sa vie. On avait dit qu'on allait prendre des questions parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des questions quand on avait fait une petite story sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et donc, on est très content de pouvoir répondre à ces questions et on en a sélectionné quelques-unes. On va voir combien de temps on a pour en faire un maximum. Déjà, merci à toutes et à tous pour votre participation. On était ravis de pouvoir lire des questions. Plein se regroupent potentiellement. On a peut-être répondu déjà à certaines questions, aussi à d'autres questions. Enfin, on a essayé de répondre à des questions qui nous ont été posées au travers de cet épisode. Parce que l'avantage, c'est que vous avez été assez demandeurs déjà de toutes les choses dont on a parlé.
Mais ces petites questions un peu plus perso, là où on citera aussi à chaque fois la personne qui nous l'a posée. On espère que c'est des questions qui ont été posées par une personne, mais qui vont répondre quand même à des interrogations qu'auront plusieurs personnes. Qui commence, qui chope une question là? Moi, je vais vous poser la question de Berwi H. Feeling versus technique, l'un ne va pas sans l'autre, point d'interrogation. Moi, je suis. Alors, si c'est une question, je vais faire une affirmation également parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que, par exemple, lorsque vous essayez de travailler votre vitesse, notamment essayer de travailler le contrôle de la profondeur, c'est un peu dur de calibrer, j'ai envie de dire, par exemple, par rapport à ça. C'est-à-dire, beaucoup de personnes me demandent jusqu'où doit monter mon putter pour faire telle distance. Mais j'ai envie de dire, cette question, elle est extrêmement difficile parce que ça va dépendre de si vous vous retrouvez avec un putt en montée, en descente, si les greens sont lents, rapides, enfin... Le système de calibration à ce niveau-là est extrêmement compliqué. Donc j'ai envie de dire, là, pour essayer de choper un petit peu la profondeur, outre par l'entraînement sur le putting green ou l'échauffement, il faut aussi avoir un petit peu de feeling. Il faut essayer un petit peu de ressentir ce mouvement du putter et savoir tout simplement déjà que plus je mets d'amplitude, plus mon putter va arriver avec de la vitesse normalement au moment de l'impact, donc plus ma balle va aller loin. Donc par exemple, par rapport à cette contrôle de profondeur, je trouve qu'il est indispensable d'avoir un minimum de feeling, mais également un minimum de technique pour que la balle puisse partir dans l'axe de visée qu'on a déterminé. Avoir du feeling dès qu'il y a beaucoup de pentes et dès qu'il y a des situations un peu particulières avec votre putter, c'est quand même hyper important. Et malgré tout, sur des putts assez francs et assez courts, avoir une bonne technique, ça reste aussi important. Donc non, je pense qu'on peut répondre tous en étant unanime que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, et c'est vrai que par exemple, moi je rebondis sur ça et parce que ça me venait. J'étais en Tunisie chez un de mes amis et en fait il avait un immense tapis de putting well putt et il avait fait sur mesure et je crois qu'il faisait une dizaine de mètres de long. Et en fait, les tapis well putt sont des tapis que vous pouvez... Donc ça, on a parlé des well stroke tout à l'heure. Là, je vous parle des well putt qui sont des tapis où vous pouvez faire énormément d'exercices à la maison puisque vous pouvez vous entraîner autant l'hiver que l'été. Vous le mettez chez vous, vous le déroulez, c'est parfait. Et en fait, sur ce tapis-là, il y avait des zones qui étaient matérialisées et il était tellement long que moi, je m'amusais tout simplement, par exemple, en fermant les yeux, à faire quelques putts et en essayant d'aller choper une zone. Et par exemple, il y avait la zone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai essayé de putter, j'ai essayé de sentir tout simplement en fait quelle zone j'allais réussir à atteindre. Et là, je faisais complètement abstraction de la technique, j'étais uniquement dans le feeling. Et c'est vrai que dans ce système-là, je trouve que le contrôle de la profondeur et cet exercice-là spécifique sur ces tapis m'ont beaucoup aidé pour pouvoir m'amuser sur le feeling. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était assez top, par exemple. C'est juste un exemple qui me venait en tête. Une bonne réponse, du coup, pour Berwi H. Et de toute façon, moi, en une phrase, de toute façon, le golf, c'est de l'adaptabilité. Donc c'est avoir des skills et avoir d'autres habiletés. Donc ça va toujours avec la technique, ça va toujours avec le feeling. Et comme me l'a dit quand j'étais gamin, mon premier prof de golf qui s'appelle Emmanuel Ortega, il m'avait toujours dit la technique mène à tout à condition d'en sortir. Donc c'est important d'avoir un bon cadre technique. Tout ça pour avoir la punchline de l'épisode, ça c'est moche. Non, pas du tout, c'est du Chateaubriand. Sébastien. C'est Manu qui me disait ça, la technique mène à tout à condition d'en sortir. Donc oui, il y a de la technique, mais il y a aussi le ressenti, le feeling, et c'est hyper important. Alors une deuxième question qui nous avait été posée par Merwan78 qui nous demandait comment s'adapter toute la saison à des vitesses différentes avec les Grands Prix. Je vais me permettre de répondre. Comment s'adapter en faisant des exercices de vitesse. Donc, on en a donné des exemples tout à l'heure d'exercices. Il faut travailler la vitesse, même quand ce n'est pas sur les greens sur lesquels vous allez putter. Plus vous développez votre adaptation au green, plus vous allez arriver à choper la vitesse rapidement pour vos Grands Prix. Que ça soit Antoine, Seb ou moi, maintenant on peut arriver sur des pro-am ou sur des journées où on joue avec des élèves, on fait un putt voire pas de putt, mais au bout de 3 putts on a la vitesse des greens. Alors sauf si c'est très 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 rapide ou très 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 lent, mais si on reste à peu près dans des vitesses qu'on connaît et qu'on a eu l'habitude, on n'a plus besoin de beaucoup de putts pour s'adapter à la vitesse. Et ça c'est pourquoi? C'est parce que quand on arrivait sur tous les tournois, le lundi, mardi, mercredi, avant les tournois, c'était
prendre la vitesse, faire des exercices de vitesse, et même pendant les jours de tournoi, parce qu'elle peut bouger aussi en fonction des conditions météo, en fonction de comment ils tournent les greens. Donc c'est tout le temps faire de la vitesse une fois que votre mécanique est bonne, parce que c'est hyper important si vous voulez mettre des putts, si vous voulez pas faire de 3 putts. Donc c'est vraiment pour moi hyper important de le faire, et effectivement de faire des exercices de performance, en tout cas pour les différentes vitesses dans les Grands Prix, pour répondre à Merwan 78, je pense que c'est très bien. Ouais, il va falloir vraiment faire attention à ça, en fait, que ça soit... je vois trop sur alors les compétitions de club moins, parce qu'ils sont moins centrés sur la mécanique et sur la haute performance, mais quand on augmente en niveau, quand on voit des préparations de Grand Prix, moi je vois tout le monde justement, alors c'est très bien avec des tapis de putting type well putt, mais au final je vois personne travailler la vitesse. Tout le monde passe son temps à moins de 2 mètres du trou à faire de la mécanique et à mettre des petits putts. Sauf que je vois jamais quelqu'un en train de faire de la vitesse. Donc il faut avoir cette idée, Merwan 78, il faut avoir cette idée quand vous arrivez justement sur un green différent du Grand Prix de la semaine d'avant. Et c'est d'abord ma priorité, c'est pas absolument qu'il faut que je travaille ma technique, c'est je dois choper la vitesse. Parce que la technique, vous la travaillez tout le temps, peu importe la vitesse des greens. Alors que la vitesse, elle vient de changer vu que c'est plus le golf dans lequel vous avez l'habitude de jouer ou comme le Grand Prix d'avant. Donc c'est vraiment ma mission, la vitesse. Ok, parfait. On essaye de prendre encore quelques questions. On a Ben Courmont. Passez-vous plus de temps sur le putting green ou au practice pour votre entraînement? Donc là, il parle, j'imagine, de la répartition dans son entraînement du putting. Ouais, il faut essayer il parle de la nôtre, façon, mais je pense que c'est plus ce qu'il faudrait faire. Ouais. On passe jamais assez de temps sur un putting green parce qu'on sera jamais un assez bon putter. On pourra toujours être meilleur que ce qu'on est. Donc il faut passer le plus de temps possible de manière constructive sur le putting green. Donc avec une idée bien précise de pourquoi est-ce qu'on va sur le putting green, quel est le but, est-ce que c'est de la mécanique, est-ce que c'est de la performance, est-ce que c'est que de la vitesse, est-ce que c'est un mix de tout ça. Et il faut y passer le plus de temps possible. Le practice est très important parce que de toute façon, pour avoir un putt sur le parcours, il faut bien être arrivé sur le green. Donc si le putt il compte pour 14, il est quand même beaucoup moins sexy à putter que quand il est pour bogey pour certains niveaux, pour par pour d'autres, pour birdie pour d'autres. Le rêve idéal, ça serait que ça soit un 40 pour le putting et 60 pour le practice, voire un 50-50, tellement c'est important. Mais si déjà vous arrivez à passer un tiers de votre temps sur un putting green, sachant que c'est quand même pas le secteur le plus kiffant à putter, ouais, c'est déjà pas le vous plus allez au kiffant. putting green. Non, mais moi je comprends tout à fait. Moi j'ai vraiment du mal, j'ai toujours eu du mal à aller au putting green, mais vraiment c'est important. Moi je le répète pas assez à mes élèves, mais il faut vraiment y aller, il faut vraiment passer du temps et il faut trouver des solutions pour que justement avec quelqu'un comme Antoine qui vous apprend aussi à comment vous entraîner, en fait vous vous ennuyez moins. C'est les gens aussi ils y vont pas parce qu'ils savent pas trop quoi faire. J'enchaîne sur la question. Allez les gars, ouais. En espérant qu'on y ait répondu. Hein. Oui, je pense qu'on a bien. En gros, aussi, Ben Courmont, en gros, entre 20 et 40%, c'est l'idéal de chez l'idéal. Voilà. Alors, on a la question aussi de Saint-Andrews92. Quel est le meilleur putter pour celui qui a des hips? D'ailleurs, les hips, on en a parlé tout à l'heure. On n'a pas vraiment dit ce que c'était. Donc, ça serait peut-être bien qu'on l'explique un petit peu plus en détail rapidement. Seb, t'y vas? Eh ben ouais, j'y vais, moi, il n'y a pas de souci. J'ai un diplôme en hips, donc je peux en parler. Donc, le hips, c'est un problème qui survient au moment de la frappe. C'est un espèce d'énorme tout petit coup de main qui est très violent, qui fait complètement vriller la face, qui vient souvent de la partie mentale du putting et compagnie, de l'attente qu'on a. Et c'est comme ça que le corps réagit. Mais c'est vrai le matériel peut nous aider. Et donc, d'une première manière, avec le grip, celui sur lequel on pose les mains, mais aussi la manière dont on tient le putter, donc vraiment les deux types de grip. Il y a plusieurs manières de pouvoir essayer de s'en sortir. Et c'est vrai que dans la tête du putter, un putter avec un MOI élevé, comme on disait tout à l'heure, va permettre une plus grande stabilité de la face. Ça ne va pas empêcher le hips, mais par contre, ça va pouvoir justement stabiliser un petit peu plus la face et que la face, du coup, soit moins sujette au mouvement que peut avoir le putter lorsque les mains ont tremblé au moment de la frappe.
Voilà, le putter joue un rôle et peut vous aider, mais ce n'est pas ça qui va vous aider à éliminer complètement le hips. Voilà, si je peux vous donner par exemple une astuce, c'est que la majorité du temps, le hips, par exemple chez un droitier, à 98% du temps, va venir de la main droite en général. Ça va rarement être la main gauche qui va faire quelque chose pour un droitier, comme pour un gaucher, c'est majoritairement la main gauche qui va commencer à déconner, si je puis dire. Donc moi, j'aime bien en fait, pour un droitier, je vais donner cet exemple, d'avoir une main droite qui soit extrêmement faible en termes de pression sur le grip. J'aime bien par exemple, si on prend comme exemple par exemple Tommy Fleetwood qui a par exemple une position en grip un peu pince. Et c'est vrai que ce grip-là, il va positionner cette main droite un peu comme un stylo sur le grip où il va mettre extrêmement peu de pression. Elle va juste servir de support cette main-là et ensuite c'est uniquement le côté gauche qui va diriger le putter. Ce qui fait qu'en se positionnant comme ça, le fait de mettre extrêmement peu de pression, la main droite va avoir tendance du coup à beaucoup moins bouger sur le putter puisque c'est le côté gauche qui va entièrement dominer, j'ai envie de dire, le mouvement du putter. Donc j'espère que vous avez compris à peu près cette explication. C'est plus facile à le faire en vidéo plutôt qu'à en parler. Mais c'est vrai que avant tout, effectivement, il faut pouvoir adapter le grip dans cette situation-là. C'est quelque chose qui, je peux appeler ça d'une recette miracle pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation dans un premier temps, mais bien évidemment après, ça demande de prendre aussi quelques cours pour comprendre davantage cette problématique. Et enfin, on va terminer une dernière question avec Clément Grappin qui nous posait cette question sur arc de swing, petite montée, grande traversée, grande montée. Kevin, est-ce que tu veux parler de ça? Ouais, écoute, je vais en parler du mieux que je peux. Non, il y a souvent un peu une légende urbaine qui est il faut accompagner au putting, il faut, et je vois des personnes qui essayent de lever le putter de plus en plus pour aller vers le trou. En fait, c'est vraiment pas le mouvement de putting. Le mouvement de putting, il est plus fait, on va dire, soit par un balancier qui est quand même assez proche, montée, descente, soit, et c'est plus le cas, notamment à haut niveau, avec une montée qui est un peu plus importante que la traversée. Et des personnes, par exemple, je sais pas... Cameron Smith, par exemple, qui est un excellent putter, on voit que c'est quelqu'un qui fait limite 2 tiers de montée et 1 tiers après l'impact. C'est quelqu'un, le putter s'arrête très tôt après l'impact. On regarde un joueur comme Woods, lui, qui va plus être sur du 50-50, donc moitié montée, moitié après impact, un mouvement qui va être ultra symétrique. Mais comme dans tu l'autre sens, dis, il n'y en a pas. Hein. Les joueurs, de temps en temps, ils veulent aider, enfin les joueurs, les amateurs veulent s'aider entre eux, mais c'est vrai que c'est pas un très bon conseil de dire d'accompagner. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais non, il faut pas accompagner autant que ça. Il faut traverser la balle, oui, mais il faut pas l'accompagner. Donc, pour répondre à la question de Clément Grappin, c'était petite montée, grande traversée ou grande montée, plutôt grande montée, petite traversée. Et arc de swing, moi je vais dire que ça dépend un petit peu de la mécanique dans laquelle tu es, du putter que tu as, et donc d'arriver, si tu veux, à être cohérent par rapport à ce que tu es capable de reproduire vraiment à répétition, que ça soit sur l'arc ou que ça soit sur la rotation de la face. On peut voir par exemple quelqu'un comme Tiger qui avait tendance à avoir une face qui était un petit peu ouverte et qui avait tendance à avoir une rotation de face et qui la refermait un petit peu à l'impact. Mais ce qui était très fort, c'est qu'il le faisait tout le temps de la même façon et qu'en consistency, c'est quelque chose qu'on regarde assez. C'est une donnée qu'on regarde beaucoup chez tout le monde d'ailleurs. C'est le fait de pouvoir être régulier, de reproduire la même chose. Et c'est là où il excellait. Donc c'est d'abord être capable de répéter une même mécanique. Si elle est bonne, c'est encore mieux. Mais en tout cas, de répéter la même chose, c'est toujours ça qui paye, qui prime pour être performant. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu en petit coach de putting que je suis? Non, tu n'es pas petit. Tu es peut-être petit par la taille, mais tu es grand par la personne. Je vais mieux dormir ce soir. Bah oui, voilà. Non, tu as raison exactement. Par rapport à l'arc, de toute façon, c'est vrai que je pense que la question de Clément aussi pouvait être par rapport à l'arc plus ou moins intérieur, en ligne ou pas. De toute façon, prenons exemple sur le grand swing. Il y a des joueurs qui viennent beaucoup plus à l'intérieur dès la montée. Il y en a d'autres qui viennent un petit peu moins. Pareil, ça dépend de chaque personne. Donc ça, je vous invite vraiment à passer du temps avec votre coach et à lui poser la question pour savoir quel style de putting, comment putter, quel putter, enfin voilà, tout ça est associé en tout cas à l'arc de swing.
Bon, bah parfait. Je pense on a répondu à toutes les questions qu'on avait sélectionnées. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé. On peut malheureusement pas répondre à toutes les questions, mais on se fera un plaisir dans les prochains épisodes de vous redemander votre avis. Et c'est vraiment comme ça qu'on veut construire ce podcast, c'est avec vous. Donc merci en tout cas d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé autant de questions. C'est peut-être le moment de dire à toutes les personnes qui nous écoutent le petit cadeau pour eux. Ouais, exactement. Voilà, c'est vrai qu'on remercie énormément Wellput d'avoir été partenaire de cet épisode. Et voilà, on vous a parlé de ces produits, du Wellstroke, donc et cet outil de putting pédagogique qui vous permet d'améliorer la mécanique de votre mouvement. On vous a parlé du Wellput également, qui sont ces grands tapis de putting que vous pouvez utiliser chez vous pour pouvoir travailler votre mécanique, votre vitesse. Il y en a également, je voulais en parler parce que je l'utilise dans mon académie qui est la Big Tilt, qui est une plateforme en fait qui est sur vérin, qui se penche d'un côté et de l'autre et qui permet de reproduire des pentes à l'intérieur. Il y a un rétroprojecteur qui permet de montrer les lignes et de comprendre la lecture des pentes. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment extraordinaire ces produits-là. Comme on dit, ils sont reconnus à l'international et ils sont utilisés par les meilleurs joueurs du monde. Je vous invite vraiment à aller sur le site internet pour observer l'ensemble des produits. Moi, je les utilise depuis énormément de temps, depuis qu'ils sont sortis, puisque c'est vraiment une aide qui est formidable pour la progression et surtout à tous les niveaux. Et là, avec Wellput, nous avons créé un code promo de 20% sur les Wellstroke avec le code TG24 en majuscule, donc TG24. Vous allez sur le site, vous sélectionnez votre Wellstroke et vous pourrez bien évidemment apprendre à putter comme un dieu, comme Kevin, comme Sébastien, comme moi. Et vous pouvez les personnaliser en plus, donc c'est sympa. Ouais, exactement. Il y a une façon aussi de les personnaliser pour pouvoir mettre le logo que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez. Une photo des tontons golfeurs, enfin voilà, des choses vachement sympas pour vous entraîner tous les jours au putting. Exactement. Donc un grand merci à Wellput et voilà, je vous laisse vraiment profiter de cette offre parce que c'est rare qu'ils puissent nous faire ce cadeau et on est très heureux de pouvoir vous faire profiter de ce code promo de 20% avec le code TG24. Bon bah super, Seb, le mot de la fin. Ouais, merci à tout le monde d'avoir encore une fois été présent pour cet épisode des Tontons Golfeurs et d'être resté jusqu'au bout. J'espère que au moins vous aurez de quoi du coup en profiter pour aller sur le site de Wellput. On remercie une nouvelle fois aussi nos partenaires Callaway, donc particulièrement Odyssey, là où toute la gamme est disponible. On remercie aussi Golf Planet pour son aide dans notre communication et pour nous soutenir dans cette aventure. Continuez à nous envoyer vos retours, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage, les étoiles sur vos plateformes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous parce que c'est ce qui nous motive à toutes les 2 semaines vous présenter un nouvel épisode en essayant de vous intéresser, vous divertir. En tout cas, passer encore un bon moment autour de notre passion commune. Le golf, donc sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, on est partout, on est par mail, letontongolfeurs@gmail.com. Donc n'hésitez pas, on prend toujours le temps de répondre à tout le monde. Antoine et Kevin, merci pour cet épisode. Merci les gars. Merci les gars. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Allez, bon golf. Bon golf à tous.